Les événements tragiques survenus le 28 novembre 2014 à Fort Worth, au Texas, brossent un tableau sinistre d'un crime horrible. Ashley Ann Harris, une résidente de 31 ans d'un complexe d'appartements, a été victime d'une attaque brutale et délibérée. La séquence des événements qui se sont déroulés, ce jour fatidique, a soulevé des questions troublantes sur le mobile de cet acte sauvage. Tout a commencé par un appel d'un résident inquiet du même complexe d'appartements. Il a signalé un incendie dans l'un des logements, ce qui a conduit les services d'urgence à se précipiter sur les lieux. Ils étaient loin de se douter que cet incident se transformerait en une enquête pour meurtre. Ashley Ann Harris était la locataire de l'appartement ravagé par les flammes. Au départ, personne ne pouvait confirmer si Ashley se trouvait ou non à l'intérieur de l'appartement en flammes. Les pompiers ont courageusement combattu le feu et sont parvenus à le maîtriser. Ce n'est qu'une fois l'incendie maîtrisé que l'horrible vérité est apparue. Ashley se trouvait dans son appartement depuis le début. L'intérieur de l'appartement et le corps d'Ashley ont conduit la police à penser que l'incendie n'était pas accidentel. Autour du corps sans vie d'Ashley, une mare de sang indiquait qu'elle avait été sauvagement battue. 6 mens étaient cruellement attachés avec du ruban adhésif, ce qui la rendait sans défense, et ses chevilles subissaient le même sort. Les signes de violence ne s'arrêtent pas là. Des traces de brûlure marquent son corps, et elle a subi les affres de la strangulation. Pour rendre les choses encore plus horribles, sa gorge avait été cruellement tranchée. Au fur et à mesure que les enquêteurs approfondissaient l'affaire, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident tragique ou d'un acte de violence commis au hasard. Il s'agissait d'un meurtre méticuleusement planifié et horriblement exécuté. Les preuves indiquent que quelqu'un a intentionnellement mis le feu à l'appartement après avoir commis ce crime odieux. L'auteur du crime avait versé de l'alcool à friction dans divers endroits de l'appartement d'Ashley, y compris dans son lit, comme pour tenter d'effacer toute trace de ces actes. Cependant, le feu n'a pas réussi à dissimuler l'horrible vérité. L'absence apparente de mobile est un aspect de cette affaire qui laisse perplexe. Les clés d'Ashley étaient la seule chose qui manquait dans son appartement, laissant les enquêteurs avec une question déroutante. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à commettre une attaque aussi sauvage et impitoyable sur une femme innocente? L'enquête sur le meurtre d'Ashley Ann Harris sera sans aucun doute un parcours difficile et déchirant, les forces de l'ordre cherchant à obtenir des réponses, à rendre justice et à permettre à ses proches en deuil de tourner la page. La police s'est mise en quête de réponses. Elle a commencé par interroger les voisins d'Ashley. Parmi eux, Stephen Lee, un homme qui occupait un appartement voisin. Il a raconté une observation particulière. Vers 6h30 ce matin-là, alors qu'il fumait une cigarette sur son balcon, il a remarqué qu'une voiture inconnue était garée à proximité. Le véhicule en question était une Infiniti Trente, 5 noire et élégante, une bizarrerie dans leur communauté tranquille. Cette observation s'avérera être un indice essentiel dans le déroulement du mystère. Cependant, le récit de Stephen Lee n'est pas la seule pièce du puzzle. Un autre voisin, Patrick Sweet, vivait juste en dessous de l'appartement d'Ashley. Il a fait une révélation effrayante à la police. Vers 7h30 du matin, Patrick a été secoué par un cri à glacer le sang provenant de l'étage supérieur. Alarmé et troublé, il a ensuite entendu une série de bruits inquiétants, notamment ce qui semblait être un lourd bruit sourd et des respirations frénétiques et haletantes. La peur le saisit, mais c'est l'alarme retentissante de son détecteur de monoxyde de carbone qui l'incite à agir. Il s'est rendu compte qu'un incendie était en cours, ce qui l'a incité à composer d'urgence le 911. Pour élucider l'énigme qui entoure le sort d'Ashley, la police a méticuleusement retracé ses pas le jour en question. Ashley travaillait comme assistante manager dans un magasin American Eagle situé dans le Hulen Mall. L'enquête a révélé que le jour de Thanksgiving, elle avait dîné avec son ami Alexis Torres et un groupe de connaissances dans l'un des appartements de leur complexe. Après le repas, Ashley s'est rendue au travail. La nuit a été longue et éprouvante en raison de la frénésie des ventes du vendredi noir. Pendant la période de travail d'Ashley, Alexis a gracieusement accepté de s'occuper de Nala, la chienne bien-aimée d'Ashley. Le retour d'Ashley à la maison a été marqué par les premières heures du matin, vers 3h15. Alexis est resté pour une brève visite avant de partir après 4h du matin. C'est à ce moment-là que la chronologie est devenue cruciale pour l'enquête. La police pense qu'Ashley est morte prématurément entre 4h15 et 7h30 du matin. Compte tenu de cette période critique,
Les autorités étaient impatientes de localiser le propriétaire de la mystérieuse Infiniti G30 noire et de s'entretenir avec lui, dans l'espoir de faire la lumière sur les événements qui se sont déroulés au cours de ces heures fatidiques. Après avoir appris l'existence de l'Infiniti G35 noire, la police décide d'interroger Alexis, l'ami d'Ashlea. Elle affirme ne pas connaître le propriétaire du véhicule. Cependant, un tuyau de Christopher Chris Cravey, le patron d'Ashlea, a éveillé leur intérêt. Il a informé la police qu'il connaissait quelqu'un qui conduisait une telle voiture, une femme nommée Carter Carol Cervantes. Le hic, c'est que Carter avait déjà travaillé dans le même magasin American Eagle qu'Ashlea, mais qu'elle avait été licenciée au mois d'août. Forte de cette piste, la police a mis en place une surveillance du domicile de Carter. Leur patience a été récompensée le samedi matin suivant, à 8 heures, lorsqu'ils ont vu Carter quitter son appartement et monter dans son Infiniti G35 accompagné d'un homme. L'homme l'a ensuite conduite au Hulen Mall, où il l'a déposée à l'entrée avant de se garer. La police s'est approchée de lui pour l'interroger et a découvert qu'il n'était autre que Clarence David Mallory, le petit ami de Carter, et un autre ancien employé du même magasin American Eagle. Les soupçons se sont renforcés lorsque Clarence n'a pas pu présenter son permis de conduire sur demande, ce qui a conduit à son arrestation. Au poste de police, les agents ont remarqué des détails particuliers à son sujet. Il portait un masque de ski flambant neuf, sans usure apparente, avec l'étiquette de prix en plastique encore attachée. De plus, il semblait avoir une blessure récente à la lèvre inférieure qui était visiblement enflée. Malgré l'arrestation de Clarence, Carter n'a pas été retrouvée à l'intérieur du centre commercial, bien qu'elle ait été vue en train d'y entrer. Elle a été retrouvée plus tard dans son appartement, où elle semblait s'adonner à des activités de blanchisserie. Interrogée, elle a d'abord affirmé qu'elle n'avait pas quitté le complexe d'appartements ce jour-là. Cependant, les images de surveillance contredisent sa déclaration, la montrant clairement quittant le centre commercial et se dirigeant vers son domicile. La police a soupçonné qu'elle avait pu les apercevoir en train de parler à Clarence sur le parking du centre commercial et qu'elle avait ensuite décidé de parcourir les 3 kilomètres qui la séparaient de son domicile. Ils ont notamment observé des égratignures superficielles sur ses bras. Au fur et à mesure que les pièces de ce récit déroutant se mettaient en place, la police s'est trouvée confrontée à la tâche ardue de déterminer si Carter et Clarence étaient liés à la mort tragique d'Ashlea et le CAS échéant d'élucider le mobile des sinistres événements qui s'étaient déroulés. L'enquête sur la mort tragique d'Ashlea a pris une tournure effrayante à mesure que de nouveaux éléments de preuve sont apparus, brossant un tableau troublant des événements qui ont conduit au crime. La découverte des clés manquantes d'Ashlea a été un moment crucial de l'enquête, car il a été révélé que ces clés permettaient également d'accéder au magasin American Eagle où elle travaillait. Cette révélation a conduit la police à penser que Carter et Clarence avaient comploté le meurtre d'Ashlea, sachant que ces clés permettaient de déverrouiller le coffre-fort du magasin. Leur sinistre projet semblait consister à voler ce qu'ils pensaient être des dizaines de milliers de dollars, vraisemblablement accumulés grâce aux ventes du Vendredi noir. Un samedi matin fatidique, ils ont mis leur plan à exécution, armés des clés d'Ashlea. Cependant, en arrivant au magasin, ils se sont heurtés à un obstacle inattendu. Les serrures avaient déjà été changées, ce qui a fait échouer leur tentative de volume. La fouille de l'appartement de Carter et Clarence a permis de recueillir d'autres preuves à charge. Ils ont notamment trouvé un bac en plastique contenant des élastiques et une corde, un cadenas trouvé dans un tiroir de la cuisine, une boîte de taser et des bouts de ruban adhésif jetés au rebut. En outre, ils ont découvert une serrure à peine dormant endommagée, 2 autres serrures qui semblaient avoir été utilisées pour s'entraîner, chacune étiquetée comme une serrure d'entraînement au crochetage de serrure. L'Infiniti G35 noir, un véhicule au cœur de l'enquête, renfermait également des secrets inquiétants. À l'intérieur de la voiture, les policiers ont découvert un sac en plastique dissimulé dans un sac poubelle noir, ainsi qu'une pierre à aiguiser probablement utilisée pour un couteau, une cartouche de 9 mm, un téléphone portable, un talkie-walkie et un couteau buck avec une gaine. Ils ont également trouvé un toboggan troué, une bâche non ouverte et un couteau de cuisine. La découverte d'un Glock 19 chargé avec une balle dans la chambre, cachée sous le siège du conducteur, est peut-être la plus alarmante. 6 preuves irréfutables ont permis de dresser un tableau troublant de l'implication de Carter et Clarence dans le meurtre d'Ashlea. Les 2 individus ont ensuite été inculpés de meurtre passible de la peine capitale, et l'État a choisi de renoncer à la peine de mort, demandant plutôt l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les 2 accusés.
Malgré le poids des preuves à leur encontre, Carter et Clarence ont maintenu leur plaidoyer de non-culpabilité, ouvrant ainsi la voie à une bataille juridique déchirante qui allait déterminer leur sort. Les procédures judiciaires dans les affaires Carter Carol Cervantes et Clarence David Mallory se sont déroulées séparément, bien que l'accusation ait présenté un récit largement cohérent pour les deux accusés. Toutefois, l'affaire de Carter ayant été entendue en premier, l'accent a été mis sur l'établissement de son rôle de cerveau présumé du crime. Aux yeux de l'accusation, Carter et Clarence avaient de multiples raisons de vouloir faire du mal à Ashlea. Tout d'abord, ils pensaient que les deux hommes convoitaient les clés d'Ashlea, qui leur permettraient d'accéder au coffre-fort du magasin et à l'importante somme d'argent qu'ils supposaient y être stockée, en particulier à la suite des ventes lucratives du Vendredi Noir. En outre, l'accusation a soutenu que Carter et Clarence cherchaient à se venger d'Ashlea. Ils la tenaient pour responsable de leur licenciement, ce qui a ajouté une couche supplémentaire d'animosité personnelle à la situation. La procédure judiciaire s'est penchée sur les antécédents des personnes impliquées. En juin 2014, Ashlea avait été désignée pour gérer temporairement le magasin pendant le congé médical de Chris, son superviseur. Carter, directrice adjointe du magasin, avait joué un rôle essentiel dans l'opération. Fait important, elle avait également engagé son petit ami, Clarence, pour travailler à ses côtés dans le même établissement. Le 24 août 2014, une somme importante de 18 000 $ a mystérieusement disparu du coffre-fort du magasin American Eagle. Les soupçons se sont portés sur Carter lorsque Ashlea, qui était chargée de fermer le magasin à clé ce soir-là, a découvert que la porte arrière était restée ouverte. Les images de surveillance ont permis d'identifier Clarence comme étant la personne qui avait accédé au coffre-fort et pris l'argent. Cette découverte a marqué le début d'une série d'événements qui ont abouti à une issue tragique. Ce n'est qu'après le volume que Chris, le superviseur d'Ashlea, a appris que c'était Carter qui avait engagé Clarence. Il est choquant de constater que Clarence a déjà travaillé pour la marque American Eagle dans un magasin d'Amarillo. Cependant, son dossier dans le système American Eagle est marqué comme non réengageable, ce qui indique qu'il ne devrait pas être employé dans un quelconque magasin de la marque. Chris fait une révélation surprenante. Carter avait manipulé le dossier personnel de Clarence en modifiant son numéro de sécurité sociale et son nom dans le système afin d'éviter d'être détecté et de contourner les signaux d'alarme. Cette révélation suggère un niveau inquiétant de collusion entre Carter et Clarence. Au fur et à mesure que les tensions s'intensifiaient, il est devenu évident que Carter et Clarence avaient prévu de kidnapper Ashlea et de s'emparer de ses clés. Leur téléphone portable contenait des preuves incriminantes, telles que des images de l'appartement d'Ashlea, de la porte de son appartement et de son véhicule. De plus, la police a découvert des coordonnées de latitude et de longitude sur leur téléphone portable. Le témoignage de l'inspecteur Cedillo est venu s'ajouter à ce récit effrayant. Il a révélé que l'un des SMS de Clarence contenait des coordonnées qui, une fois saisies dans Google Earth, indiquaient un lieu près de Lueders, au Texas. À cet endroit, l'inspecteur Cedillo a fait une découverte effrayante. Un trou mesurant 6 pieds de long, 2 pieds et demi de large et 3 pieds de profondeur. Il ressemblait étrangement à une tombe humaine. L'accusation a soutenu que le plan initial consistait à kidnapper Ashlea, à la menacer à l'aide d'un pistolet, puis à la tuer à un autre endroit. Cependant, leurs intentions ont pris une tournure sombre lorsque Ashlea a résisté à leur entrée dans son appartement, ce qui a entraîné sa mort tragique sur place. D'autres éléments troublants sont apparus lorsque la police a fouillé la Cadillac de Clarence. Ils ont découvert 2 pelles, une boîte de bâche en plastique et une boîte de douille Craftsman, ce qui laisse supposer une intention sinistre et préméditée derrière leurs actions. 6 révélations dressent le tableau inquiétant d'un crime méticuleusement planifié, Carter et Clarence étant prétendument motivés à la fois par le gain financier et la vengeance. Le procès s'est poursuivi avec l'appel des témoins de l'accusation qui ont apporté des éclaircissements sur les événements tragiques qui ont entouré la mort d'Ashlea. L'un de ces témoins est Jeff Kaiser, un proche voisin et ami d'Ashlea. Jeff a raconté la matinée éprouvante au cours de laquelle il a été brusquement réveillé par le son strident des alarmes incendie. Réalisant que c'était l'appartement d'Ashlea qui était en détresse et remarquant que sa voiture était toujours garée à l'extérieur, il s'est empressé d'agir. Sans hésiter, il s'est précipité à l'étage et a courageusement enfoncé la porte de l'appartement d'Ashlea. En entrant, Jeff est confronté à une scène de chaos. L'appartement est envahi par la fumée et l'eau est pulvérisée par le système d'arrosage,
ce qui crée un environnement dangereux et désorientant. Malgré les conditions périlleuses, Jeff tente de ramper vers la cuisine pour rejoindre Ashlea. Cependant, l'épaisse fumée le submerge rapidement, l'obligeant à se retirer pour respirer de l'air frais. Sans se décourager, il fait 2 autres tentatives courageuses, mais à chaque fois, la fumée s'avère trop écrasante pour qu'il puisse s'en sortir. Heureusement, à ce moment-là, des pompiers sont arrivés sur les lieux pour prendre en charge les opérations de sauvetage. Wallace E. Hood Jr., enquêteur spécialisé dans les incendies criminels, a fourni des informations essentielles sur l'origine de l'incendie. Il a déclaré avoir identifié plusieurs points d'origine du feu, notamment le lit, le corps d'Ashlea et le placard. Une révélation particulièrement troublante a été la découverte que le détecteur de fumée avait été délibérément enlevé et qu'il était dissimulé sous le matelas. 16 découvertes indiquent un acte sinistre et intentionnel visant à dissimuler l'incendie et à compliquer davantage les chances de survie d'Ashlea. Le feuilleton judiciaire se poursuit avec une série d'événements et de témoignages passionnants. L'accusation a présenté des images de surveillance de la façade du magasin American Eagle, révélant une silhouette mystérieuse tentant de manipuler la serrure du portail vers 2 heures du matin le 29 novembre. Le visage de l'individu était caché, mais l'accusation a affirmé qu'il s'agissait de Carter. Il était clair qu'ils essayaient de déverrouiller et de soulever le portail, mais leurs efforts étaient vains car les serrures avaient été changées. Cela laisse supposer que Carter aurait pu avoir des intentions liées au magasin ou au crime. Le tribunal a appris que Carter et Clarence étaient retournés au centre commercial à 8 heures du matin le même jour. À leur insu, ils étaient surveillés par la police. Cela a soulevé des questions quant à leurs actions et à leurs intentions, d'autant plus que la tentative précédente d'accès au magasin avait échoué. Clarence a été arrêté sur le parking du centre commercial et, lors de sa rencontre avec la police, il a prétendu que Carter était entré dans le centre commercial pour récupérer des documents. Cependant, lorsque la police a fouillé le centre commercial, Carter était introuvable. Elle a finalement été localisée dans son complexe d'appartements, ce qui a éveillé des soupçons sur ses activités et ses déplacements. Le docteur Richard Fries, médecin légiste adjoint au bureau du médecin légiste du comté de Tarrant, a fourni des informations cruciales sur les blessures d'Ashlea. L'autopsie a révélé une image déchirante de l'étendue de son traumatisme physique. Ashlea présentait de nombreuses blessures, notamment des lacérations sur le cuir chevelu, la joue et le côté gauche du visage. Une ecchymose à motif a marqué son côté droit, tandis que d'autres ecchymoses ont été trouvées entre ses yeux et autour de son œil gauche. Sa lèvre portait des marques d'éraflure et de lacération, et elle avait une éraflure au menton. Le plus troublant est peut-être la présence d'une lacération en forme d'étoile, entourée d'une ecchymose derrière son oreille gauche, dont le médecin légiste a conclu qu'elle avait été causée par un coup de pistolet. Les témoignages ont dressé un tableau affligeant du calvaire d'Ashlea, suggérant qu'elle avait été battue brutalement et sauvagement. Ashlea souffrait de plusieurs blessures, dont une coupure au cou causée par un couteau, des ecchymoses et des écorchures au cou, à la poitrine et au bras droit. Le docteur Fries, témoin dans l'affaire, a déclaré que les blessures au visage d'Ashlea étaient dues à de multiples coups. Il a également mentionné la présence de pétéchis dans les yeux d'Ashlea, ce qui indiquait la possibilité d'une asphyxie ou d'une strangulation. Le docteur Fries a expliqué qu'une fracture du cricoïde, un cartilage situé dans le cou, est rarement observée dans les séances d'asphyxie ou de strangulation et qu'elle est plus souvent associée à une force importante ou à des accidents de la route. Il a conclu que la cause du décès d'Ashlea était l'asphyxie et un traumatisme contondant à la tête et au cou, ce qui a permis de qualifier son décès d'homicide. Le procès de Carter est à la fois captivant et déchirant. Sa stratégie de défense repose sur l'affirmation qu'elle n'a joué aucun rôle dans la mort tragique d'Ashlea. Dans un geste courageux, elle s'est présentée à la barre pour témoigner en faveur de sa propre défense, faisant tomber les couches de peur et de manipulation qui avaient enveloppé sa vie. Le témoignage de Madame Carter a brossé un tableau inquiétant de sa relation avec Clarence, le décrivant comme une figure contrôlante et menaçante. Elle a révélé qu'il exerçait un contrôle effrayant sur sa vie quotidienne, allant jusqu'à lui dicter quand elle pouvait manger ou boire. La salle d'audience était suspendue à chacun de ses mots lorsqu'elle a avoué avoir tenté de cambrioler le magasin American Eagle, mais elle a insisté sur le fait que cet acte criminel avait été commis sous la contrainte des menaces de Clarence. Elle a décrit un moment angoissant où il a brandi une arme, lui ordonnant de commettre le volume.
Pour ajouter à son tourment, il a prétendu qu'un danger rôdant attendait devant la maison de ses parents, mettant leur vie en danger si elle refusait de voler l'argent. Le récit de Madame Carter a pris une tournure plus sombre lorsqu'elle a raconté un incident horrible au cours duquel elle a affirmé avoir été violée par 2 hommes inconnus. Selon elle, ces agresseurs avaient été autorisés à entrer dans son appartement par Clarence lui-même, et elle a subi la brutalité impensable de leurs actes. En ce qui concerne la nuit fatidique du meurtre d'Ashlea, Carter a fermement clamé son innocence. Elle a déclaré qu'elle était dans son lit, profondément endormie, et qu'elle ne savait pas où se trouvait Clarence à ce moment-là. Elle a nié avec véhémence toute implication dans la mort d'Ashlea et a affirmé avec force qu'elle n'avait joué aucun rôle dans cet événement tragique. Malgré le témoignage convaincant de Madame Carter, le jury est resté sceptique. Dans une décision remarquablement rapide, qui n'a pris que 2 heures, il a rendu un verdict de culpabilité. La conséquence a été une condamnation à perpétuité pour Carter, sans possibilité de libération conditionnelle. L'affaire ne s'est pas arrêtée là. Clarence a lui aussi comparu devant le tribunal, clamant son innocence dans le meurtre d'Ashlea. Cependant, ses affirmations sont également tombées dans l'oreille d'un sourd. Le jury, manifestement insensible à ses affirmations, l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés. Tout comme Carter, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Nicole Pitts est née de Gail Ann Schneider le 2 février 1973 à Bellevue, dans le comté de King, dans l'État de Washington. La mère de Nicole, Gail, avait divorcé de son père lorsqu'elle était enfant et élevé ses sœurs en tant que mère célibataire. Elle travaillait comme hôtesse de l'air dans un avion. Nicole Pitts a lutté contre la toxicomanie pendant un certain temps, au début de sa vie d'adulte, alors qu'elle grandissait avec la douloureuse maladie de l'endométriose. Dès son plus jeune âge, on lui a prescrit des médicaments contre la douleur, auxquels elle a fini par développer une dépendance. Nicole a passé un certain temps en rééducation et a participé à des réunions des alcooliques anonymes, ce qui lui a permis de rebondir dans la vie. Elle a commencé à travailler comme réceptionniste dans un club de remise en forme local et a rencontré à cette occasion un vendeur nommé David Pietz, un autre employé du club de remise en forme. David et Nicole se sont mariés sur la plage de Maui le 20 avril 2002. À l'automne 2005, Nicole et David ont pris la décision importante d'acheter un appartement à Linwood, dans l'État de Washington. Nicole a adoré la région, en particulier sa proximité avec sa ville bien-aimée, Seattle. Ils se sont rapidement installés dans leur nouveau quartier, laissant une impression positive à leurs voisins par leur chaleur et leur amabilité. Nicole se promenait souvent avec leur chien dans le quartier, où elle aimait s'arrêter pour discuter. Avec son emploi de formatrice en entreprise, Nicole avait un trajet de 20 minutes tous les matins, et elle était très appréciée de ses collègues. Connue pour son rire communicatif et son penchant pour les danses ridicules, Nicole s'est facilement rapprochée de ses collègues de travail, arborant souvent un large sourire. À l'approche du mois de janvier 2006, Nicole a hâte de fêter son 33e anniversaire. Le 29 janvier, David Pitts a contacté la police pour signaler que Nicole avait disparu la veille. Nicole devait assister à une réunion des alcooliques anonymes à Renton. Selon David, il l'a vue pour la dernière fois vers minuit le 27, en rentrant du travail. Après l'avoir trouvée endormie dans leur lit, il a mentionné son départ pour la réunion du lendemain matin. Bien qu'il ait tenté de la joindre par téléphone à plusieurs reprises, David n'a pas réussi à établir le contact car ses appels sont restés sans réponse. Inquiet, il a contacté plusieurs amis de Nicole, mais aucun d'entre eux n'avait d'informations sur l'endroit où elle se trouvait. David a suivi sa routine habituelle et est allé travailler à la salle de sport comme prévu. Plus tard dans la soirée, il avait prévu de dîner avec Nicole et quelques amis, s'attendant à ce qu'elle se joigne à eux après avoir été absente toute la journée. Cependant, Nicole n'est pas apparue, ce qui inquiète de plus en plus David. Lorsqu'il a contacté le bureau du shérif ce soir-là, on lui a conseillé d'attendre avant de signaler sa disparition, ce qu'il a fait. Après enquête, les autorités ont constaté que la Volkswagen Jetta 2003 du couple n'était pas non plus dans l'allée, ce qui indique que Nicole était bien partie pour Renton comme prévu ce matin-là. Cependant, Nicole ne s'est pas présentée à la réunion, ce qui a conduit les enquêteurs à penser qu'elle avait disparu quelque part entre Linwood et Renton. Lorsqu'ils ont appris que Nicole n'était pas rentrée chez elle, sa mère et son beau-père, Gail et Rod Schneider, n'ont pas tardé à réserver un vol pour Washington afin de participer aux recherches de leur fille. Nicole était connue pour sa fiabilité. Elle prenait régulièrement des nouvelles de David et de ses parents, parfois plusieurs fois par jour.
La disparition soudaine de Nicole était tout à fait inhabituelle, ce qui a conduit Rod et Gail à suspecter immédiatement un acte criminel. Très préoccupés par le bien-être de Nicole, ses proches se sont mobilisés pour la rechercher, étendant leurs efforts à la localisation de sa voiture en parcourant les quartiers de Linwood dans l'espoir de l'apercevoir. 9 jours après le signalement de la disparition de Nicole, son corps a été découvert dans un champ boisé près de l'aéroport de Burien. Elle a été retrouvée dévêtue, avec des ecchymoses visibles sur le visage, causées par un traumatisme contondant, ainsi que des ecchymoses sur les coudes, les cuisses, les genoux et le bassin. Des ecchymoses profondes étaient également présentes sur les muscles de son cou, ainsi que des traces d'hémorragie des deux côtés de sa gorge et dans ses yeux. Le médecin légiste a conclu que la mort de Nicole était due à une asphyxie par strangulation manuelle, ce qui indique qu'elle a été étranglée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les enquêteurs ont noté que malgré le fait qu'elle ait été retrouvée nue, les pieds de noix de Nicole étaient propres, ce qui suggère qu'elle n'a pas marché jusqu'à l'endroit où son corps a été découvert. Il est à noter que la protection nocturne de Nicole était toujours dans sa bouche lorsque son corps a été retrouvé. L'enquête sur la personne disparue s'est rapidement transformée en enquête sur un homicide, ce qui a incité les inspecteurs à prendre des mesures immédiates. La clé de leurs efforts consistait à retracer les derniers mouvements connus de Nicole. Bien qu'elle ait quitté Linwood le 28 janvier pour le comté de King, il n'existe aucune trace de son arrivée. Les enquêteurs ont découvert que la carte d'essence de Nicole avait été utilisée pour la dernière fois le 30 janvier à Kent, après quoi elle a disparu sans laisser de traces. Soulignant l'importance de la voiture de Nicole en tant qu'élément de preuve essentiel, les enquêteurs ont fait appel au public pour obtenir de l'aide. La communauté et les proches de Nicole se sont unis à la suite de cette nouvelle dévastatrice et ont concentré leurs efforts sur la recherche du véhicule manquant de Nicole. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation et de collecte d'informations en distribuant des dépliants comportant une photo de la voiture. Les enquêteurs ont demandé au public de rester vigilant et de signaler immédiatement toute observation de la voiture de Nicole sans tenter d'intervenir. Malgré des recherches intensives menées principalement à Linwood, la voiture de Nicole n'a pas été retrouvée. Les recherches se sont étendues à de plus vastes zones et, le 21 février, une percée a été réalisée lorsque la voiture a été découverte, garée dans un endroit non autorisé près de l'Université de Washington. Les enquêteurs ont rapidement saisi le véhicule et ont commencé un examen approfondi, dans l'espoir de trouver des indices qui pourraient mener à l'assassin de Nicole. Lors de l'inspection, ils ont constaté que l'intérieur était particulièrement sale et contenait des objets typiques tels qu'un grattoir à glace, des livres et un gant de baseball. Cependant, des éléments essentiels tels que le téléphone portable de Nicole, son appareil de messagerie BlackBerry, ses papiers d'identité et ses cartes de crédit n'ont pas été retrouvés. L'examen de la voiture a révélé qu'elle était en état de marche, ce qui exclut la possibilité que Nicole ait eu des problèmes mécaniques en cours de route. En outre, l'emplacement de la voiture ne correspondait pas à l'itinéraire prévu par Nicole pour se rendre à Renton, ce qui a amené les enquêteurs à se demander si la voiture n'avait pas été conduite par son meurtrier. Ces soupçons sont renforcés par la position du siège du conducteur, qui indique que celui-ci était probablement plus grand que Nicole. Les enquêteurs retirent tout le siège de la voiture et recueillant des échantillons de cheveux, des prélèvements de preuves et une photographie d'une seule empreinte digitale en vue d'une analyse plus approfondie. Parallèlement, les enquêteurs ont mené une enquête approfondie dans le quartier où la voiture a été découverte, frappant exportes et interrogeant les habitants sur d'éventuelles apparitions ou personnes associées au véhicule. L'objectif des enquêteurs était de déterminer la durée pendant laquelle la voiture était restée garée à cet endroit et de recueillir toute autre information pertinente pour l'enquête. Bien qu'ils aient interrogé les habitants du quartier, les enquêteurs n'ont trouvé aucune piste significative. Cependant, ils ont déterminé que la voiture était garée à cet endroit depuis au moins le 10 février, comme l'indiquait un avis apposé sur la fenêtre concernant le stationnement non autorisé. Les résultats de l'examen médico-légal de la voiture ont été reçus peu de temps après et n'ont apporté que des informations limitées. L'ADN découvert à l'intérieur du véhicule correspondait exclusivement à celui de Nicole et de David, sans apporter d'éclaircissements supplémentaires ni de suspects dans l'affaire. En avril, Gail et Rod ont pris les devants, en offrant une récompense de 10 000 $ pour toute information susceptible de conduire à l'arrestation et à la condamnation du meurtrier de Nicole. Rod reste convaincu qu'il doit y avoir un témoin qui détient des informations cruciales sur le sort de Nicole. Bien que Gail et Rod soient retournés chez eux en Arizona, ils sont restés en contact régulier avec les enquêteurs, attendant avec impatience que l'affaire progresse.
Malgré les soupçons et les rumeurs qui circulent, l'enquête est au point mort et l'affaire n'est pas résolue. L'affaire a finalement progressé lorsque l'inspecteur Mike Mellis a repris l'enquête. Après un examen minutieux, la police a conclu qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper David Pitts de meurtre au second degré en mars 2012. Bien que David ait entamé un nouveau chapitre de sa vie, avec un nouveau travail, une nouvelle compagne et un enfant, les soupçons pesaient sur lui depuis les premiers stades de l'enquête. L'analyse médico-légale de la voiture a révélé des traces d'ADN sur le levier de vitesse, le volant et les boutons d'essuie-glace, ce qui indique que David est probablement la dernière personne à avoir conduit la voiture de Nicole. En outre, la position ajustée du siège de la voiture suggère qu'une personne nettement plus grande que Nicole a conduit le véhicule. Cependant, aucun ADN non identifié n'a été découvert à l'intérieur de la voiture, ce qui a compliqué l'affaire. Par conséquent, David a été inculpé de meurtre au second degré, en raison de l'insuffisance des preuves pour établir la préméditation. Au fil des ans, alors que David restait libre, les progrès de la technologie de localisation des téléphones portables ont permis aux enquêteurs de trianguler le dernier appel téléphonique de Nicole. Il est choquant de constater que l'appel a été passé juste à l'extérieur du lieu de travail de David, quelques minutes après son départ. Les enquêteurs supposent que David a peut-être tenté de faire croire que Nicole était toujours en vie. De plus, une multitude de preuves trouvées sur la scène de crime suggèrent que l'auteur du crime était quelqu'un de beaucoup plus proche de Nicole. Les pieds de Nicole étaient d'une propreté irréprochable, ce qui laisse supposer qu'elle a été placée à l'endroit où son corps a été découvert. Elle était nue, ce qui indiquait un motif sexuel, mais Nicole n'avait pas été abusée sexuellement. Une découverte importante a été faite au cours de l'autopsie. L'appareil dentaire de Nicole, qu'elle portait exclusivement pendant son sommeil, a été retrouvé à l'intérieur de sa bouche. Les enquêteurs en ont conclu que Nicole avait probablement été tuée aux premières heures du janvier, car elle n'aurait pas porté l'appareil dentaire lorsqu'elle était éveillée. L'alibi de David, selon lequel Nicole dormait dans son lit, a été contredit par ces preuves. D'autres preuves incriminantes sont apparues, malgré l'affirmation de David selon laquelle il avait vu Nicole le matin du 28 janvier, l'autopsie a révélé la présence de nourriture mexicaine non digérée dans l'organisme de la jeune femme. Nicole avait consommé des plats mexicains de Taco Time la veille au soir pour le dîner. La présence d'aliments non digérés indique qu'elle a été tuée le 29 janvier ou plus tôt, car les aliments auraient été digérés autrement. Cette incohérence a fortement incité David à être l'auteur du crime. Malgré les apparences d'un mariage heureux, des problèmes sous-jacents laissent entrevoir un motif possible pour les actions de David. Les difficultés financières du couple ont exacerbé les tensions dans leur relation. Le jour du meurtre de Nicole, David est rentré chez lui, furieux d'avoir découvert qu'il n'avait pas été retenu pour une promotion qu'il attendait depuis longtemps. En outre, des dissensions sont apparues au sujet de l'engagement de Nicole en faveur de la sobriété. Malgré les efforts louables de Nicole pour rester sobre, le comportement de David suggère un ressentiment à l'égard de son nouveau mode de vie. Alors que Nicole travaillait assidûment à sa guérison, David, décrit comme plus incline à faire la fête, était mécontent de son abstinence de substances interdites et d'alcool. Cette différence de mode de vie a pu aggraver les tensions dans leur relation, contribuant ainsi à l'issue tragique de l'affaire. La révélation de l'infidélité de David a ajouté une nouvelle couche au mobile du meurtre de Nicole. Nicole a commencé à se méfier du comportement de David et a confié à des amis qu'elle craignait qu'il ait une liaison. Ce n'était pas la première fois que l'infidélité mettait leur relation à rude épreuve. Nicole avait déjà découvert la liaison de David avec une femme nommée Sabrina Strick alors qu'ils s'étaient fiancés. Malgré cette trahison, Nicole a finalement choisi d'épouser David. Cependant, au cours de leur relation, David avait eu des liaisons avec 4 femmes différentes, démontrant ainsi une tendance à la tromperie et à l'infidélité. Tout au long de leur mariage, David a exprimé son insatisfaction à l'égard de Nicole, la qualifiant d'ennuyeuse et de rabat-joie. Il lui en voulait de le harceler sur ses habitudes de consommation d'alcool, ignorant commodément le fait que c'est au cours de ses escapades alcoolisées qu'il cherchait d'autres femmes pour avoir des relations sexuelles pendant que Nicole restait à la maison. Le jour où Nicole a disparu, elle venait de découvrir que David avait de nouveau une relation extra-conjugale. Il avait confié à un collègue que Nicole était bouleversée par cette liaison. Il était évident que David s'intéressait à d'autres femmes plutôt qu'à sa propre épouse. Peu après la disparition de Nicole, il s'est empressé de poursuivre ses autres relations. Il a même interrogé un collègue de travail sur le moment opportun pour recommencer à sortir avec lui. Il a fini par avoir un enfant avec une autre femme.
Peu après la découverte du corps de Nicole, David s'est empressé de demander à plusieurs reprises quelles étaient les procédures à suivre pour réclamer une indemnité d'assurance vie de 38 000 $. Les jurés ont entendu l'entretien de David avec la police. Il leur a dit qu'il n'avait pas de libido. L'accusation a soutenu que ce n'était pas vrai. David voulait que Nicole fasse des choses qui ne lui convenaient pas. Au cours des interrogatoires, il a d'abord accepté de passer au détecteur de mensonges. Les résultats ont montré que ces réponses étaient un trompeuse. Lorsque les autorités ont demandé un autre détecteur de mensonges, David a refusé d'y participer. Dans un premier temps, David s'est adressé aux médias au sujet de la disparition de sa femme, mais après avoir échoué au test du détecteur de mensonges, il s'est abstenu de toute autre interaction avec les médias. Il est à noter que les soupçons à l'égard de David ne se limitent pas aux enquêteurs. Lors de l'arrestation de David, Gail a exprimé sa conviction de longue date en déclarant « Nous savions depuis le début qu'il était coupable, et le fait de savoir qu'il a une vie et que celle de ma fille a été si cruellement enlevée est tellement injuste. » Gail s'est déclarée satisfaite de l'arrestation, reconnaissant que même si elle ne pouvait pas ramener sa fille, elle apportait un semblant de justice qu'elle jugeait bien méritée. En avril, David a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable de meurtre au second degré, son avocate affirmant son innocence dans une déclaration publiée. Le procès pour meurtre devait s'ouvrir en septembre 2013, près de 7 ans après la mort tragique de Nicole. Lorsque les proches de Nicole sont entrés dans la salle d'audience, ils ont revêtu des t-shirts « Justice pour Nicole » et ont pris place dans la tribune. Les amis et la famille de Nicole ont eu le cœur brisé au cours des 7 dernières années, mais ils sont désormais déterminés à faire triompher la justice. Au cours de la déclaration d'ouverture, le procureur a méticuleusement exposé les erreurs commises par David pour tenter de dissimuler le meurtre de Nicole. S'adressant au jury, elle souligne des détails cruciaux tels que les honoraires de Nicole et le fait qu'elle n'a pas quitté son palan cette nuit-là. De plus, des preuves telles que la nourriture non digérée de Nicole et les données du téléphone portable contredisent le récit de David. Le procureur a suggéré de manière glaciale que le mobile de David pour le meurtre provenait de son désir de mettre fin à son mariage avec Nicole. Le procureur poursuit en affirmant que David a perdu ses illusions sur son mariage parce que Nicole a cessé d'abuser de substances interdites et d'alcool. Ce changement aurait rendu Nicole moins agréable à ses yeux. Il a été suggéré qu'une dispute avait précédé le meurtre, peut-être déclenchée par la liaison. En outre, le procureur a souligné les problèmes d'estime de soi de Nicole et a raconté comment elle avait enduré les critiques constantes de David sur son poids et son apparence, alors qu'il cherchait constamment à la modeler en quelqu'un de différent. Le procureur a souligné que lorsque Nicole a épousé l'accusé, elle pensait se marier avec le partenaire idéal. Mais le 28 janvier 2006, cet idéal s'est transformé en une horrible réalité. Au cours de sa déposition, la défense a suggéré que Nicole avait peut-être fait une rechute dans l'abus d'analgésiques sur ordonnance avant sa mort, citant la découverte d'un flacon d'ordonnance AMD dans la salle de bain du couple. Il a souligné que toutes les preuves contre David étaient purement circonstancielles et qu'il n'y avait pas de preuve directe de son implication dans la mort de Nicole. Au début du procès, l'accusation a fait appel à plusieurs membres de la famille de Nicole. La sœur de Nicole a témoigné que David n'avait fait aucun effort pour aider à la recherche de sa femme. Alors que tout le monde distribuait des affiches de personnes disparues et effectuait des recherches physiques, David n'a rien fait, a-t-elle raconté. Lors de son témoignage, sa sœur a expliqué qu'elle n'avait jamais vu David tenter de contacter qui que ce soit pendant la disparition de Nicole. Il a simplement continué ses activités comme si de rien n'était. Ce comportement particulier a persisté même lors des funérailles de Nicole, comme l'a raconté Gail. Il m'a entouré de ses bras et m'a dit « Je ne pensais pas que tu le prendrais si mal ». Les témoignages des proches de Nicole ont également abordé l'insinuation selon laquelle elle aurait fait une rechute dans la toxicomanie. En ce qui concerne le flacon d'ordonnance AMD trouvé dans leur salle de bain, c'est David qui l'a découvert et qui a laissé entendre que Nicole n'était peut-être pas propre. La sœur de Nicole a informé la salle d'audience que sa sœur s'était vue prescrire des médicaments pour des douleurs dorsales, mais qu'elle était résolue à rester sobre, exprimant même son intention de se débarrasser des pilules. Il a été suggéré que la raison pour laquelle le flacon de l'ordonnance AMD était vide n'était pas due au fait que Nicole avait consommé les pilules, mais plutôt à d'autres raisons. Le jury apprend également l'existence d'un élément de preuve important, un bracelet de tennis en diamant que David avait offert à Nicole.
Lorsque Nicole a disparu, David a informé la police qu'elle aurait porté ce vêtement. Cependant, il s'est avéré que David avait conservé le bracelet depuis le début. Peu avant son arrestation, il avait même cherché à les faire évaluer. L'un des collègues de travail de David a témoigné que lorsque ce dernier évoquait le meurtre de sa femme, il affichait une attitude insensible, haussant les épaules et déclarant « Je m'en suis remis ». Au cours de la présentation de la défense, il a été avancé que Nicole avait fait une rechute dans la toxicomanie avant sa mort. Le docteur Carol Waymack, médecin de Nicole, a témoigné qu'elle avait traité Nicole pour une blessure au dos dans les mois précédant sa mort. Selon le docteur Waymack, Nicole s'était vous prescrire de la Vicodine et de l'ibuprofène pour soulager la douleur, mais ces médicaments n'avaient pas été efficaces. Nicole avait également informé le docteur Waymack qu'elle avait utilisé un autre analgésique narcotique, l'oxycodone, prescrit par un autre médecin, en raison de la douleur intense qu'elle ressentait. La défense a également soutenu que David n'avait pas de mobile pour faire du mal à sa femme, affirmant que l'accusation n'avait pas réussi à en établir un. Tout en reconnaissant les liaisons extra-conjugales de David, la défense a fait valoir qu'un tel comportement, bien que moralement discutable, ne faisait pas de lui un meurtrier. Après 1 jour et demi de délibération, le jury a rendu son verdict,